Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage et le plaisir de recevoir donc, Antonella Romano, qui est une collègue que vous connaissez sans doute pour nombre d'entre vous, puisqu'elle est co-responsable du master, d'un parcours du master, donc Histoire des sciences, des techniques et des savoirs. Et par ailleurs, donc, elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est en tant qu'historienne qu'elle intervient aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, hein, on essaye dans cette traversée transversale des trois parcours, hein, de vous proposer un ensemble d'approches qui vous montrent la diversité des disciplines, des objets, des terrains, hein, des approches avec lesquelles nous travaillons ces rapports entre savoir et société. Alors, quelques mots pour vous présenter brièvement Antonella Romano, donc historienne, je l'ai déjà dit, spécialiste de l'époque moderne. Alors, moderne, il ne vous a pas échappé que c'était au cœur de la réflexion de la séance d'aujourd'hui. Hein. L'histoire moderne, hein, c'est une manière de périodiser institutionnellement hein, la discipline en histoire, donc la discipline historique, et puis notamment dans l'enseignement. Hein, les programmes sont divisés en périodes, et naturellement, ce découpage n'est pas seulement un fait chronologique, il y a d'autres enjeux, et donc c'est cet enjeu de la modernité qui sera en question dans cette histoire moderne. Alors, Antonella a fait une histoire des sciences et des savoirs, donc pour décrire brièvement un peu son parcours intellectuel, elle est partie de l'histoire des savoirs mathématiques à la Renaissance, en partant notamment ses enquêtes portaient sur la Compagnie de Jésus, donc sur les jésuites, et l'engagement des jésuites sur le terrain de la production des savoirs, dans le cadre de ce que vous savez sans doute être la réorganisation de l'Église catholique, hein, qui a pris place après le Concile de Trente. Alors c'était des travaux de thèse qui ont donné lieu à un premier livre publié à l'École française de Rome et qui s'intitulait « La contre-réforme mathématique, constitution et diffusion d'une culture mathématique jésuite à la Renaissance, 1540-1640 ». Et puis, donc, son travail a évolué sur les espaces de la mission, hein, des missionnaires, en développant une perspective centrée sur, et là aussi vous allez voir que c'est en relation avec notre séance d'aujourd'hui, sur les relations donc, entre l'Europe et le monde. Et en particulier, elle a travaillé sur la Chine et ce que l'on appelait la Nouvelle-Espagne. Alors cette recherche, elle l'a menée, avant de la mener à l'École des hautes études, elle l'a menée dans le cadre du Centre Coiré notamment, on l'est toujours, mais aussi pendant presque une dizaine d'années à l'Institut universitaire de Florence, hein, qui est un lieu important pour les champs de nos disciplines hein, et pour ce domaine savoir et société. Et donc, c'est là qu'elle a commencé à développer vraiment ses recherches dans la perspective d'une histoire impériale et globale des sciences et des savoirs. Donc, en partant d'abord de l'espace romain, hein, de l'espace de la catholicité, et en l'élargissant vers des empires, et notamment vers les empires ibériques. Je disais en partant de Rome, parce que la réflexion sur la ville Rome, la ville-monde de Rome, et les espaces de savoir qui prennent appui sur la ville ont été au cœur aussi de ces recherches. Alors je terminerai cette brève présentation en citant quelques publications. Donc sur ces travaux sur la Chine, notamment un autre livre qui s'appelle « Impression de Chine, l'Europe et l'englobement du monde, 16e, 17e siècle », hein, publié chez Fayard en 2016, et puis un ouvrage collectif avec Berthe de Monck
Knowledge on the Early Modern City, A History of Entanglements, qui, là aussi, est en relation avec notre thème. Et enfin, pour ceux qui... enfin pour tous, mais une réflexion peut-être de portée plus générale sur l'histoire des sciences et des savoirs qui, je pense, est d'accès assez facile même pour des non-spécialistes. Je vous signale un entretien qui a été réalisé dans la revue Zilsel en 2021, qui s'intitule « L'histoire des sciences et des savoirs, réflexion d'ici et d'ailleurs ». Et puis un article publié en 2020 dans la revue italienne historique, qui est un article en français, je crois. Ah non, l'article est en italien, pardon, dans la revue italienne. Ce que l'histoire globale fait à la révolution scientifique. Ah si. Non, parce qu'il y en a eu deux la même année. Ah d'accord, voilà, il me semblait qu'il était en français. Ou alors, je redis, ce que l'histoire globale fait à la révolution scientifique, ou la fin d'un grand récit et ses multiples conséquences. C'est aussi, je pense vraiment, un des nœuds de la réflexion d'aujourd'hui et plus largement de ceux qui s'intéressent à l'histoire des savoirs. Antonella, merci d'être là et je te donne la parole. Je voulais remercier les organisatrices et l'organisateur de ce séminaire pour me permettre d'être aujourd'hui avec vous. Je sais que le beau temps vous aurez davantage invité à aller en goguette. Là, on est dans une salle noire qui n'est pas très chaleureuse, qui n'est pas très friendly. On va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux et au plus vite. Je voulais aussi vous remercier celles et ceux d'entre vous qui avaient envoyé des questions. Alors, je sais que vous n'avez pas tout à fait le choix. Néanmoins, vous l'avez fait. Et je vous remercie parce que je trouve que ce sont des questions et des réflexions, hein, les deux, qui sont tout à fait intéressantes. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir y répondre de manière intégrale, mais d'une part, j'essaierai de mettre deux ou trois choses qui concernent vos questions dans cette présentation. Et puis d'autre part, on reviendra beaucoup plus massivement sur ce qui vous a intéressé, pas intéressé, déplu, agacé, questionné dans ces deux textes au cœur de notre réflexion post-parlum et non pas post-partum. Alors, très rapidement, et pour commencer, à la fois Anne a eu la gentillesse de me présenter d'une manière tout à fait positive et je l'en remercie chaleureusement. Je voulais néanmoins essayer de revenir rapidement sur le d'où je parle, qui me paraît être, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, et dans quelque lieu que ce soit, dans quelque interaction que ce soit, une manière importante de dire combien on est situé et combien les lectures que l'on fait, les réflexions que l'on fait sont le résultat de cette situation, de cette situationnalité, si vous préférez. Je suis donc en effet une historienne des sciences et des savoirs, dont les objets et les terrains empiriques sont situés dans le temps. Donc pour beaucoup d'entre vous, je représente une forme d'exotisme assumé. Je travaille sur des temps anciens, en gros 16e, 17e siècle, mais aussi 18e. Et mon travail est centré sur les relations de savoir, qui sont toujours des relations de pouvoir, donc on ne va pas s'étendre là-dessus, on pourra éventuellement y revenir si tout cela vous paraît un peu trop abstrait, sur les relations de savoir entre l'Europe et le monde, en effet, en portant une attention toute particulière, et je voudrais y insister d'emblée, sur l'historicité des catégories de l'analyse. En particulier, je voudrais insister sur le fait qu'on est obligé d'utiliser des termes qui parfois sont utilisés pour leur valeur essentialisante. Ça n'est pas mon cas. J'essaie plutôt de les prendre comme des constructions et en prenant acte du fait qu'elles ne recouvrent pas nos définitions de ces mêmes termes, y compris du point de vue spatial. Donc, quand je parle d'Europe pour le XVIe siècle ou quand je parle du monde pour le XVIe siècle, je parle de choses qui ne sont pas tout à fait comparables à celles dont nous parlons, nous, aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement commensurables, et ce sera évidemment un des éléments de cette réflexion. Les questions qui sont en jeu dans cette séance. Alors,
Évidemment, Anne l'a déjà dit, mais je vais évidemment y revenir. Pourquoi est-ce que je me suis embarquée dans cette chose qui, je dois dire, c'est totalement... ça m'a beaucoup intéressé de le faire, mais c'est totalement expérimental. Donc voilà, on essaie de réfléchir ensemble. Évidemment, c'est sur ce terme modernité, singulier, pluriel, modernité, modernités, que je veux me concentrer. Pourquoi ? Et c'est peut-être un des éléments de différenciation entre vos lectures et ma lecture de ces textes, parce que je suis partie d'un constat qui ne vous surprendra pas, à savoir celui de l'importance de ce terme, en particulier quand il est utilisé, quand il a longtemps été utilisé au singulier, pour l'histoire et l'historiographie des sciences d'où je viens. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans le terme modernité pris au singulier quelque chose que je voudrais souligner, à savoir que c'est un terme des acteurs, avant d'être un terme que l'historiographie a construit, et on y reviendra. C'est-à-dire que chez en particulier les premiers acteurs européens que j'ai étudiés, ceux que j'ai étudiés dans les premières phases de ma recherche, ceux que je connais, c'est-à-dire aussi ceux dont je sais lire la langue. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Hein. Donc, une analyse par les acteurs européens de la période sur laquelle je travaille, de l'expression par ces acteurs de la nécessité d'une rupture, en particulier épistémologique, même si elle n'est pas systématiquement présentée comme telle par ces acteurs, je vais y revenir tout de suite, entre ce qu'ils ont eux-mêmes, et je dis ils parce que ce sont plutôt des hommes, développés, nommés comme anciens et modernes. On peut, si vous avez été intéressé par la littérature de l'Europe du XVIIe siècle, par exemple, voir l'importance de cette expression dans le cadre de ce qui est devenu la grande querelle des anciens et des modernes. On peut aussi, pour être beaucoup plus dans ce qui nous intéresse ici, dans ce qui fait un élément de convergence entre nos intérêts, hein, les sciences et les savoirs, revenir par exemple à la manière à travers laquelle, dans un exemple tout à fait classique, quelqu'un que l'historiographie a ensuite qualifié de mathématicien, même s'il faudrait y regarder de plus près, Galileo Galilei a affirmé à travers cette idée que le livre de la nature s'écrit dans un langage mathématique. Je le cite, c'est une traduction de l'italien, extraite d'un essai qui s'appelle Le Saggiatore, et l'essayeur, justement, publié en Italie en 1623. Il écrit « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant nos yeux, je dis l'univers. Mais on ne peut le comprendre si, d'abord, on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans une langue mathématique et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible humainement d'en saisir le moindre mot. Sans ces moyens, on risque de s'égarer dans un labyrinthe obscur. » Cette expression, cette citation qui est très connue et qui a été un des fondements de nombreux travaux d'historiographie des sciences, est une manière, je dirais autochtone, indigène, d'expliciter la prise de position qui est celle d'un savant, on y reviendra peut-être aussi, au tout début du XVIIe siècle, une prise de position qui veut s'assumer comme une rupture vis-à-vis de ce qui précède les modalités de penser le rapport à la nature, et pour ce qui le concerne lui, en cette période,
les modalités de penser dans le rapport à la nature, elles sont, et elles ne sont que, d'un point de vue épistémologique, théologiques. Le fait donc de parler de la langue dans laquelle la nature est écrite comme langue mathématique est une prise de position explicite, et une prise de position qui lui a valu un jugement que Bertolt Brecht, par exemple, au début du XXe siècle, rappelait de manière magistrale dans une pièce de théâtre qui a participé à la célébrité de Galilée et de Brecht, du reste. Voilà, donc une prise de position explicite contre les modalités de son époque à travers lesquelles il s'agissait de travailler sur la question de ce qu'il appelle la nature. Et quand il appelle nature, c'est ce qu'il dit devant lui, c'est l'univers. Hein. Et donc, pour vous dire que l'idée de modernité, hein, qui va être développée par lui et que lui-même va porter avec d'autres, est une idée qui n'est pas une imposition a posteriori par l'histoire des sciences, mais bien une catégorie d'acteurs. Et je pense que c'est un point qui peut être important. Voilà. Et puis, la deuxième raison pour laquelle, évidemment, cette question de la modernité m'intéressait, c'était, et vous vous en doutez, cette concentration de la discipline histoire des sciences au fur et à mesure qu'elle se développe, et on pourrait éventuellement y revenir sur cette histoire qui a été un peu écrite, mais pas assez à mon goût. Donc, sur cette affirmation que, donc une concentration de la discipline d'histoire des sciences sur cette affirmation comme l'expression d'une rupture épistémologique qui a été au fondement de ce qui est devenu la grande catégorie de l'histoire des sciences, à savoir la révolution scientifique de l'époque moderne, elle-même devenue expression ou synonyme de l'entrée dans la modernité. Alors on pourrait faire toute une généalogie de ces textes qui ont, chez les historiens des sciences en particulier, mais pas que, dans d'autres disciplines aussi, progressivement commencé à associer, voire à synonymiser, je sais bien que le terme n'existe pas en français, ces deux termes. D'où son importance, l'importance de la catégorie modernité pour des gens qui, comme moi, travaillent sur cette période, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Parallèlement, mais non nécessairement de manière disjointe, et il faudrait aussi travailler là-dessus, la discipline historienne, en quête de découpage de l'histoire, c'est ce que disait Anne précédemment, dont je dirais même que la discipline historienne a pour vocation première de découper l'histoire en tranches, comme le disait dans un de ses derniers textes l'historien médiéviste Jacques Le Goff. L'histoire moderne, la discipline historienne a été amenée à utiliser l'adjectif moderne pour qualifier une période, la période moderne, l'âge moderne, l'époque moderne, période qui s'est ouverte pour eux après une autre période qui elle-même succède à la précédente, le Moyen-Âge. Et celles et ceux d'entre vous qui ont fait leurs études secondaires, leur première formation en France, mais aussi peut-être dans d'autres pays, sont familiers de ces découpages dans lesquels nous avons été formés, c'est-à-dire formés et déformés. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Alors évidemment, il y aurait énormément à dire sur les caractéristiques qui ont été identifiées par les historiens, en gros depuis le 19e siècle, pour mettre un marqueur chronologique entre le médiéval et le contemporain. Une ou deux de vos questions portaient sur, mais au fond, est-ce que le bas Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, c'est pas la même chose, etc., etc. Je reviendrai dans une seconde sur l'acte de découper uniquement l'histoire en tranches et pas vos voisins. Alors, les grands marqueurs ont été, et en fonction des époques aussi, c'est quelque chose de tout à fait important, des événements que l'on a identifiés comme de rupture.
Et évidemment, chaque fois qu'on indique un événement de rupture, on indique une lecture de l'histoire. Et chaque terme qu'on utilise pour marquer ces ruptures est porteur de valeur. Je prends par exemple l'expression grande découverte. Vous savez qu'on a qualifié l'entrée dans l'époque moderne. Alors on a mis une date, voilà, 1492. Voilà, ça correspond à la découverte de l'Amérique, à l'âge des grandes découvertes. Et puis, beaucoup plus récemment, on a aussi dit que 1492, ça correspondait à l'expulsion des Juifs de l'Europe méditerranéenne, par exemple, mais que ça correspondait à toute une série d'autres événements. Tout ça pour vous dire que l'idée de marqueur, c'est une idée qui n'a pas de valeur universelle. C'est toujours une valeur extrêmement située. Donc voilà, parmi les marqueurs, les grandes découvertes, le dépassement du paradigme chrétien de représentation et de compréhension du monde à travers toute une série d'événements qui vont de la rupture protestante, de l'unité de l'Occident chrétien à l'expulsion des Juifs, comme je viens de le dire, mais aussi à l'installation de l'Empire ottoman musulman sur une partie du continent eurasiatique, symbolisée par la prise de Constantinople. Voilà, autant de césures dont les historiens ont, je dirais, raffiné l'étude. On peut, par exemple, en nous référant à l'actualité historiographique récente, voir comment l'idée de grande découverte a été mise au défi par l'idée d'exploration, et puis comment l'idée d'exploration, elle a conduit à ce volume qui a été publié il y a quelques années autour d'une autre histoire des explorations, etc., etc. Donc autant de césures dont les historiens ont raffiné l'étude, mais aussi autant d'événements qui nous invitent premièrement à penser que tout phénomène, et je vais là bien au-delà et de mes domaines de compétences et de la période moderne, mais que tout acte de découpage du temps est un acte construit. Et ça, c'est ce que nous savons tous aujourd'hui. Aucun découpage n'a de naturalité, pas même celui qui voudrait aller chercher dans la nature, plutôt dans l'histoire de la nature, plutôt que dans l'histoire des hommes et des êtres humains, des événements saillants. Quand on découpe, on fait un choix de construction. C'est ça qui est important. Et ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment ce qui accompagne les travaux des gens qui travaillent sur la période qui est la nôtre. C'est évidemment l'indexation d'un découpage à un terme dont la valeur, je dirais, symbolique, qui est aussi, elle aussi le résultat de nombreuses constructions, doit être toujours pesée pour être mise à distance, voire éventuellement abandonnée. Voilà. Donc ce rappel pour expliciter le titre de la séance modernité de la première modernité. Juste pour continuer à gloser sur ce titre, je voudrais vous rappeler, mais ça aussi vous en êtes tous extrêmement conscients, que l'expression première modernité, elle s'est progressivement imposée dans les 20-30 dernières années dans la langue française, mais aussi dans d'autres langues européennes, que ce soit l'italien, l'espagnol, le portugais, mais aussi l'allemand, comme une expression commode pour traduire ce que l'historiographie d'origine anglophone a elle-même mis en avant de plus en plus à partir justement de ces années 80-90, ce qu'on appelle le early modern. Parce que là encore, si on devait s'amuser à réfléchir aux langues dans lesquelles on travaille et aux effets de savoir que produisent les langues dans lesquelles nous travaillons, eh bien, nous serions bien amenés, bien obligés de constater que selon
où l'on est et la langue dans laquelle on travaille, ces découpages n'ont pas tous eu ni la même traduction, ni les mêmes effets. Donc, early modern chez nos collègues britanniques, mais aussi états-uniens, parce que pour eux, modern ne correspond pas à notre moderne. Notre moderne étant lui-même associé, excusez-moi quand je dis nôtre, c'est le nôtre d'ici, c'est pas le nôtre en tant que nous serions une communauté une et indivisible dont je souhaiterais écraser les individualités. Donc la modernité telle qu'elle s'est construite comme période historique en France en particulier, a pris comme événement de rupture justement du passage de l'époque moderne à l'époque contemporaine, la Révolution française. Donc, en d'autres termes, dans la langue française, le moderne qualifie le early modern des Anglais, qui ont un modern qui est plutôt sur le 19e siècle, alors que du côté français, on a fin 19e, 20e, même fin 19e, alors que du côté français, la Révolution française, qui a longtemps été pensée comme un unicum, alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on parle plutôt d'âge des révolutions pour qualifier un moment transitoire entre les années 1780 et les années 1820, par exemple. Voilà. Donc, on pourrait comme ça continuer à réfléchir sur les mots qu'on utilise et les couteaux que l'on prend pour couper l'histoire. Il s'avère, encore une fois, que pour nous, cette modernité a évidemment, parce que située, un sens tout à fait spécifique. Le deuxième point du titre, toujours pour le gloser, c'est modernité au pluriel de la première modernité. Et ce sur quoi je souhaitais mettre l'accent avec vous, c'est sur ces processus lents, complexes, multiples, de pluralisation de la catégorie de moderne, qui est le résultat, pour le coup, de multiples opérations engagées dans et en dehors de la discipline, que ce soit la discipline historienne ou que ce soit la discipline histoire des sciences, dont je voudrais d'emblée pointer en quoi l'introduction d'un pluriel à modernité sur la première modernité, vous suivez la subtilité de mon raisonnement, il n'est que 14h50, il vous en reste encore pour 1h20, rassurez-vous, c'est que précisément cette introduction de pluralité, c'est celle qui, me semble-t-il, permet d'envisager une reconfiguration du domaine de savoir sur lequel je travaille, d'une histoire des sciences plutôt vers une histoire des savoirs. Et c'est un des points sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Une manière donc de désigner les découpages disciplinaires et la manière à travers lesquels ils affectent nos objets d'étude. Pour le dire autrement et de manière un peu provocatrice, tant qu'on était dans l'histoire des sciences, on pouvait s'appuyer sur une modernité de la première modernité au singulier. À partir du moment où, sur la période early modern sur laquelle je travaille, on introduit le pluriel dans modernité, donc on est dans modernities, à ce moment-là, on est peut-être engagé à prendre en charge une autre dimension de l'histoire des sciences, ou en tout cas à englober, à articuler l'histoire des sciences à une histoire plus générale qui serait l'histoire des savoirs. En tout cas, ce serait un peu le sens de ma proposition. Ce qui me conduit à tout ça pour un dernier point de rapide introduction, celui qui fait pour moi aussi toute la difficulté de cette séance. Car j'ai glosé un tout petit peu sur le terme modernité, nous allons y revenir à travers les deux textes que stupidement je vous ai proposés, mais je suis bien consciente de la multiplicité des mobilisations de la catégorie de moderne et de modernité par les différentes disciplines des sciences humaines et sociales.
Et je suis aussi tout à fait consciente de leurs différentes déclinaisons en fonction qu'on est philosophe, littéraire, sociologue, anthropologue, historienne, historien, historiographe, hein, etc. Et donc, je m'excuse, enfin, je vous prie de m'excuser d'ores et déjà de mon extrême incompétence sur l'ensemble des domaines qui, en SHS, travaillent sur ces questions. Je ne suis pas toujours convaincue que j'arrive à suivre mes collègues philosophes quand ils élaborent sur la modernité, par exemple. Mais ceci n'est pas pour me défiler, simplement pour vous dire à quel point, rétrospectivement, je me suis dit que je m'étais quand même embarquée dans un drôle de truc. Voilà, ça c'était le premier point de mon dernier point de glose. Mais le second point sur lequel je voudrais insister peut-être de manière encore plus forte, c'est la prise en charge différentielle de l'objet modernité selon les aires culturelles dans lesquelles on travaille. Alors sur cette question-là, il y aurait évidemment énormément à dire. J'y suis d'autant plus sensible que depuis plus de 2 ans maintenant, avec toute une série de collègues de cette institution, nous travaillons sur les relations entre études aréales et sciences sociales, et que là encore, je suis parfaitement consciente de tous les enjeux qui ont travaillé dans les différentes aires culturelles, dans les différents espaces linguistiques, culturels, géopolitiques du monde, cette notion de modernité. Et principalement, je voudrais insister, au fond, de son caractère totalement exogène à la zone considérée, en fonction du fait que c'est principalement la catégorie modernité, le résultat d'une imposition par l'Occident de paradigmes et de systèmes d'analyse qui peuvent être considérés comme non pertinents, non traduisibles, non commensurables, etc. Voilà. Alors, à titre d'exemple de mes incompétences, et sur un registre à peine décalé, sur à la fois la difficulté à articuler entre plusieurs disciplines et entre différents espaces ces questions, si on lit un texte qui, pour moi en tout cas, pauvre profane, les considérer comme un livre important et qui, à mon sens, est devenu aussi un classique depuis sa publication en 1983. L'anthropologue Johannes Fabian nous propose dans Le temps et les autres, comment l'anthropologie construit son objet, une réflexion sur, alors pas nécessairement la modernité, mais sur la question des temporalités et les modalités à travers lesquelles ces temporalités, voilà le petit livre, il coûte 11 €, un paquet de clopes, donc tout à fait intéressant, à partir desquels on peut essayer de se confronter à cette question des temporalités. Et je trouve qu'il y a dans ce livre des réflexions tout à fait opportunes qui seraient à partager. Voilà. Une immense littérature donc qui, dans toutes les disciplines de nos sciences sociales, utilise et discute le terme et les enjeux en fonction de questions très différentes. De fait, les 2 textes que je vous ai proposés, alors, vous ne l'avez pas souligné dans vos lectures, enfin dans vos retours de lecture, n'émanent ni l'un ni l'autre d'un historien des sciences ou d'un historien des savoirs, puisque, et je vais rapidement essayer de les présenter pour vous dire pourquoi ils m'intéressaient, puisque l'un et l'autre donc émanent dans un cas d'un historien spécialiste de l'Asie du Sud-Est, on va mettre l'expression Asie du Sud-Est entre guillemets, parce que ça aussi c'est un découpage, mais c'est un découpage spatial, et l'autre d'un sociologue. Alors Sanjay Subrahmanyam, c'est peut-être le nom qui vous est le plus familier. Je vous rappelle que... Alors je prends pour le présenter rapidement l'intitulé de la chaire qu'il a occupée au Collège de France entre 2013 et 2021.
puisqu'il a occupé la chaire internationale Histoire globale de la première modernité. Vous voyez comme quoi je ne suis pas quand même complètement à côté de mes chaussures quand je vous proposais un texte de Subramaniam pour cette rencontre. Voilà, donc une première modernité qui, si vous reprenez l'intitulé du site du collège, est identifiée pour lui à la période 1400-1800, comme quoi vous voyez tout découpage du early moderne et friendly. Vous prenez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, alors il s'en justifie évidemment. Une approche qui prend le contre-pied du nationalisme méthodologique qui a tendance à dominer encore chez les historiens de nos jours. Voilà, je passe rapidement cette présentation que je trouve toujours très intéressante, en piquant d'ici de là 2 ou 3 mots, 2 ou 3 expressions, un intérêt pour les documents textuels et visuels. On reviendra sans doute là-dessus. Quelqu'un qui travaille en histoire économique, sociale, diplomatique ou culturelle indifféremment, mais du coup quelqu'un avec qui on peut discuter aussi du point de vue de l'histoire des savoirs. Et enfin, une méthodologie d'histoire connectée mise à l'œuvre, mais aussi parfois d'histoire comparée, plus classique, dit-il. Alors, je ne vais pas vous faire les longues listes des multiples publications de Sanjay Subramaniam, publiées dans de très nombreuses langues, lui-même en parlant au moins une douzaine. L'article que je vous ai proposé, je vous prie de m'excuser, je vous ai donné 2 articles en anglais, ce n'est pas mon style d'habitude, d'autant que j'aurais pu vous donner un article de Subramaniam en français, puisqu'il a beaucoup publié en français, pas nécessairement en traduction, mais en direct. Cet article, c'est le premier de ces articles qui va expliciter en 1997, donc la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, une proposition méthodologique dont l'ambition est de défier toute une série de propositions antérieures, en particulier l'histoire comparative, en vue précisément de sortir du carcan et de l'opposition entre ère culturelle et Europe. On pourra éventuellement revenir là-dessus. Tout petit nota bene qui n'a rien du cocorico institutionnel. Quand Subramaniam publie ce texte, comme vous l'avez vu, il est encore, je dirais, il n'est que, puisque sa carrière est absolument successful, comme dans les meilleurs des films, il est encore directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, après quoi il ira à UCLA, d'où il triomphera sur la scène mondiale de la globalité assumée. Le deuxième texte, 3 ans plus tard, mais autre génération, puisque son auteur, Shmuel Eisenstadt, né en 1923 et mort en 2010, écrit donc non pas un de ses derniers textes, jusqu'en 2010 il écrira encore beaucoup, mais d'une part, alors une discipline qui n'est pas du tout celle avec laquelle on travaille nécessairement quand on fait de l'histoire et des sciences et des savoirs de l'époque moderne. Eisenstadt, vous l'avez sans doute vérifié, est un sociologue dont toute la carrière, est extrêmement intéressante, elle aussi extrêmement riche, extrêmement féconde, centrée, avec une vingtaine d'ouvrages aussi. Son premier livre publié en 1954, An Absorption of Immigrants, qui est une réflexion sur l'arrivée des migrants en Israël à l'issue au moment de la constitution de l'État d'Israël. La carrière d'Eisenstadt est institutionnellement inscrite à l'université de Jérusalem, mais son rayonnement est mondial, comme en témoigne toute une série de ses travaux, des traductions de ses travaux et de ses collaborations. Le texte de 2000, Multiple Modernities, précède le volume qu'il éditera
en 2002. Et ce qui est tout à fait intéressant, je n'insiste pas, c'est à la fois la capacité de travail intellectuel sur des aires géographiques extrêmement diverses, Eisenstadt ayant par exemple énormément travaillé sur le Japon, comme il a beaucoup travaillé sur d'autres parties de l'Asie, mais aussi le fait que Eisenstadt a une formation tout à fait importante dans ce qu'on va appeler l'histoire des religions et des grands monothéismes, qui en fait un des rares sociologues, donc travaillant sur son époque, mais avec des héritages, un background dans la très longue durée. Voilà. Très rapidement, les deux textes, comme vous ne l'avez pas noté, sont publiés dans deux revues de nature totalement différente, ce qui est toujours un indice pour lire les textes. Dédalus, comme vous le savez peut-être, est la grande revue interdisciplinaire des États-Unis, fondée en 1955. Drawing on the nation's most prominent thinkers in the arts, science, humanities and social sciences, etc., etc. Dédalus est la revue de l'American Academy of Art and Science, intéressant le panel de domaines disciplinaires qu'elle convoque. Donc, un journal à vocation généraliste qui peut peut-être expliquer, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient déroutés par le caractère généralisant de ce texte, ces raisons. Voilà. Et Dédalus est publié par les presses du MIT. Donc, très grande visibilité, très grande surface internationale. L'article de Sanjay Subramaniam est publié dans Modern Asian Studies, donc la grande revue d'études asiatiques, fondée en 1967, mais elle aussi caractérisée par ses intérêts interdisciplinaires, History, Social Anthropology, Sociology, Political Science and Culture of Modern Asia. Voilà. Donc vous voyez, on est confronté ici à deux textes qui sont totalement différents, qui ne se sont pas rencontrés, qui auraient pu. Chronologiquement, ils auraient pu. Intellectuellement, on est face à deux collègues dont l'ampleur de perspective et la culture en sciences sociales est suffisamment vaste pour qu'ils aient pu se lire, et sans doute se sont-ils lus, je n'ai pas vérifié. En tout cas, ils ne se citent pas dans les notes de bas de page. Je voudrais rapidement commenter maintenant ce qui m'intéressait dans cette mise en perspective, et c'est là que l'acrobatie commence, ou peut-être qu'elle se poursuit, de ces deux textes. Alors, il me semble que chacun des deux nous invite, mais de manière totalement différente, et c'est ça qui est sympathique, c'est qu'on a vraiment des propositions qui ne sont pas du tout comparables, là, pour le coup, et je n'ai aucune intention de forcer la comparaison. Je voudrais plutôt jouer sur le rapprochement heuristique. Voilà. Et il me semble que tous les deux nous invitent à essayer de nous saisir des enjeux d'un retour réflexif sur la notion de modernité associée à la première modernité en un mot, dans une perspective critique. Et c'est ça qui, pour moi, faisait l'intérêt, entre autres, de ces deux textes, outre l'intérêt que j'ai eu à les lire en apprenant énormément de choses, de l'un comme de l'autre, sans être sûr d'avoir toujours bien tout compris. Mais j'ouvre une parenthèse. D'abord, je ne suis pas sûre qu'en M1, j'aurais été en mesure de comprendre ces textes. Et je vous rassure, 40 ans plus tard, je ne suis pas sûre, quand je lis un texte, de le comprendre. Je ne crois pas que l'intérêt soit de comprendre des textes. Enfin, de temps en temps, ça fait du bien. Ça donne le sentiment qu'on n'est pas complètement idiot et idiote. Mais fondamentalement, lire des textes, c'est essayer de réfléchir à partir de ce qu'on en a saisi. Et c'est en tout cas pour moi comme ça que les choses se sont jouées. Et donc, voilà, il
utilisé ces deux textes dans une perspective critique sur mes objets ordinaires de recherche. Et au fond, ça a eu deux effets. À la fois, ça m'a confirmé dans l'intérêt de l'opération de pluralisation comme invitation à opérer des déplacements dans le cadre de l'analyse du monde du XVIe siècle et des interactions qui ont configuré la production des savoirs. Voilà le premier effet pour moi. Et le deuxième effet, qui n'est pas totalement inattendu, c'est au fond me donner d'éventuels outils pour aller au-delà, voire abandonner la catégorie de modernité pour penser ces interactions telles que je les travaille. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous vendre la modernité au singulier, au pluriel, dans 23 langues, etc. C'est juste voilà, à quoi nos lectures nous invitent. Alors, chacun des deux textes, et encore une fois à sa façon, nous propose un retour critique, l'un à partir du monde contemporain, sur les théories de la modernisation et de développement, de l'idée que l'occidentalisation n'est pas synonyme de modernité. Ça, c'est la grande idée d'Eisenstadt, et il me semble que... Alors, encore une fois, ces deux textes ont 20 ans. C'est peut-être ce qui explique pourquoi des concepts et des catégories d'analyse dont vous êtes familiers et familières aujourd'hui, comme la décolonialité, par exemple, ne sont pas présents dans leurs textes. Ce n'est pas du tout pour les justifier, c'est juste pour essayer de les mettre dans l'horizon épistémologique dans lequel ils ont été produits, comme ce que vous faites est produit dans un autre horizon. Voilà, c'est prendre acte de ces 20 années de différence. Voilà, donc l'occidentalisation, nous dit Eisenstadt, n'est pas synonyme de modernité, et il me semble, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière à travers laquelle, en cherchant à détricoter la singularité ou le singulier de la notion de modernité, il arrive, et jusqu'où, ça c'est une vraie question, à réfléchir sur le monde contemporain, son monde contemporain, avec les processus d'appropriation, de reconfiguration, de renégociation, de modernité qui ne sont pas indexés à un modèle unique. Le deuxième point que je voudrais évoquer rapidement, c'est l'importance, me semble-t-il, que ces deux textes nous invitent à accorder à la distinction entre les deux périodes à partir desquelles et sur lesquelles surtout l'un et l'autre travaillent. En travaillant plutôt sur le 16e, 18e, alors sur 1400-1800, pour reprendre une chronologie longue chère à Sanjay Subrahmanyam, plutôt que sur le contemporain, lui travaille et du coup nous fait réfléchir à un monde qui est totalement différent du monde à partir duquel Eisenstadt résonne, puisque autant vous l'avez vu dans l'analyse d'Eisenstadt, l'un des fondements de ces modernités plurielles, c'est le cadre politique de l'État-nation. Autant ce cadre-là n'est pas un cadre de pensée valable, pertinent, utile, intéressant pour l'époque antérieure. Voilà. Donc il y a eu une histoire sans État-nation. C'est une des grandes caractéristiques de la première modernité, si on veut jouer avec ça. Et ceci n'est pas seulement un problème de nature politique des entités sur lesquelles on travaille, c'est aussi un problème, c'est une question plus qu'un problème du reste, de nature juridique. Les cadres sociaux sur lesquels on travaille en fonction des périodes ne sont pas les mêmes. Les cadres sociaux non plus ne sont pas les mêmes. Avant l'âge des révolutions, il y a toute une série de catégories d'organisations sociales qui n'existent pas, ça ne veut pas dire que c'était moins bien, que c'était mieux, mais simplement c'était différent, et c'est avec ces autres catégories qu'il faut travailler.
D'autant que, ça aussi c'est un point important, dans la période qui est la période de prédilection de Subramaniam, l'Europe et l'Occident ne sont pas encore synonymes. Et il faut être très attentif à cela. Encore une fois, il s'agit ni de prendre les devants pour justifier l'Europe de ne pas être encore le méchant diable qu'elle est, ni non plus de dire que l'Occident, c'est je ne sais pas quoi. Voilà. Europe and the West ne sont pas du tout des termes, alors the West, qui ont la même signification dans les textes que l'on trouve. C'est quelque chose sur quoi on pourra éventuellement revenir. Et dernier point qui va dans le même sens, pour ces deux périodes, les expériences coloniales et impériales ne sont pas des expériences de même nature. On peut évidemment en discuter, c'est ma proposition. Il faut donc, du coup, et c'est ce que je retiens de ces deux lectures, éviter de penser téléologiquement la succession des temps et l'histoire du early modern comme préfiguration de l'avènement du modern, d'où l'intérêt de réfléchir à des modes d'analyse historique qui ne fassent pas du diffusionnisme ou du transfert le schéma de lecture des processus d'interaction. En ce sens, la proposition de mise en connexion par Subramaniam n'a plus qu'une valeur heuristique. Elle invite avec d'autres à penser l'histoire des espaces coloniaux en même temps que l'histoire des métropoles. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, sous l'angle de logiques de coproduction qui déconstruisent un ensemble de polarités autour desquelles s'est construite l'histoire des sciences, tant qu'elle n'a été qu'une histoire des sciences. Je cite quelques polarités. Savant vernaculaire, écrit oral, insider, outsider, sens croyance. Voilà. Il me semble qu'à partir du moment où on essaie de regarder cette early modern dans des perspectives comparatistes, connectées, voire éventuellement globales, on peut assez facilement, ça ne veut pas dire que dans le travail que l'on fait, on y arrive, mais en tout cas, arriver à sortir de systèmes de pensée binaires qui ne permettent pas de rendre compte de la complexité des phénomènes liés à la production des savoirs. Deuxième point, nécessité aussi de ne pas penser téléologiquement les catégories spatiales, ni celles de nos cartes modernes, ni celles de nos analyses. Je voudrais insister par exemple ici sur l'échelle eurasiatique, privilégiée par Subramaniam, et elle est présente dès le titre de son article, Connected Histories Notes Toward a Reconfiguration of Early Modern Eurasia. Le simple fait d'intituler son article, d'introduire dans son article la notion d'Eurasie, qui est devenue familière aujourd'hui, est une manière de proposer de lire autrement quelque chose. Et en tout cas, par exemple, de faire un peu se dissoudre dans l'alcool l'idée d'Europe. Voilà. Alors, Sanjay Subramaniam n'est pas celui qui a inventé la catégorie d'Eurasie. Je vous rappelle tous les travaux de Jack Goody, le dernier étant intitulé The Eurasian Miracle, mais toute une série d'autres collègues, géographes, anthropologues, historiens des temps encore plus reculés. Voilà. Donc, dans une réflexivité sur les régimes de spatialité qui n'est pas née avec l'histoire connectée, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas née, qui n'est pas née avec l'histoire connectée, il me semble que les perspectives qu'il ouvre, à sa manière, et qui ne sont pas contradictoires avec celles d'Eisenstadt, qui essaie, lui, d'essayer de construire un modèle d'analyse des sociétés contemporaines, les questions de jeu d'échelle peuvent être tout à fait pertinentes. Alors, pour finir, deux ou trois petites choses que je sais d'elle, c'est-à-dire cette histoire d'un early moderne pluralisé.
Si j'essaie de mettre à l'épreuve empirique du défi des modernités multiples, la première modernité sur laquelle je travaille, je pourrais, mais rassurez-vous, je ne le ferai pas, vous présenter toute une série de dossiers documentaires à partir desquels on voit bien comment ce retour, cette distance critique vis-à-vis de la modernité peuvent avoir des effets de savoir qui, me semble-t-il, sont plutôt intéressants. Alors, je vais partir d'un exemple, je vais partir de quelque chose de très classique, de très européocentrique. Voilà, je vais revenir sur la figure de Galilée. La mise à l'épreuve de Galilée, de la figure de Galilée, du grand récit de la révolution scientifique, tel que l'histoire des sciences l'a construit, par les propositions qui sont faites à partir de ces textes, mais à partir de bien d'autres. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que j'ai passé plus de temps à essayer de chercher quel texte j'allais ne pas prendre plutôt que de travailler sur cette communication. Voilà, il y a des bibliothèques entières qu'on aurait pu mobiliser pour discuter de tout cela. Un des exemples, voilà, si on prend Galilée, c'est le passage tout à fait intéressant du Galilée philosophe d'une histoire des sciences internaliste centrée sur les œuvres comme non pas un artefact, mais sur l'expression achevée d'une pensée pure, à un Galilée courtisan, tel que dans les années 90, des analyses de réseaux empruntées plutôt à la sociologie des réseaux ont permis de les mettre en œuvre, qui font du coup tomber un tout petit peu du piédestal le grand génie, le grand savant et son œuvre, au Galilée artisan, tels que les travaux sur les relations que Galilée entretenait alors qu'il était professeur de mathématiques à la faculté, à l'université de Padoue. Petite parenthèse, à l'époque, les salaires, les travaux qui ont été faits dans les années 90 sur les salaires des indexés aux chaires des universités sont tout à fait intéressants. La chaire la moins payée, c'est la chaire du professeur de mathématiques. Comme quoi, autre temps, autre mœurs. Voilà. Galilée, quand il n'était pas en train de faire ses cours à l'université, quand il n'était pas en train de donner des cours privés parce que son salaire de l'université ne lui permettait pas de payer sa femme, ses filles, etc. Donc la vie courante, voilà. Il donnait des cours privés et quand il avait fini de donner des cours privés et avant de passer la nuit à observer la Lune, il passait son temps tout simplement dans le grand port de Venise, dont vous savez que c'est le plus grand port industriel, si on utilise un anachronisme, de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle. Et c'est dans l'échange permanent avec les artisans qu'il a développé, non pas une théorie, c'est pas Newton, mais une connaissance suffisante sur les qualités du verre pour pouvoir mettre au point une lunette qui est le premier instrument qui a été utilisé, etc., etc., etc. Voilà. Ce sont les savoirs vernaculaires des artisans de Murano, ce que vous allez voir quand vous allez faire un week-end touristique à Venise et dont vous revenez avec tous ces jolis petits bijoux en verre, qui sont à l'origine de cette configuration par des savoirs et des savoir-faire artisanaux d'une histoire que l'histoire des sciences a focalisé, si je puis dire, et cristallisé sur les théories de l'optique de Newton. Voilà un exemple très eurocentré. Un deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui des relations de savoir entre la Chine et l'Occident, sur lesquelles il y a des bibliothèques entières. Les perspectives qui sont ouvertes par à la fois les travaux d'Eisenstadt et ceux de Subramanian, ce sont des perspectives qui, et je termine ma phrase et puis j'ouvre la parenthèse, qui nous permettent véritablement de repenser
totalement à nouveau frais ce qui est devenu le grand mythe de l'interaction entre Chine et Occident, qui a été principalement porté par cette idée d'un diffusionnisme. Les savants occidentaux arrivant en Chine et traduisant les grands classiques des mathématiques, de l'astronomie. Voilà. Euclide chinois, ça a été jusqu'à, y compris avec Needham, l'un des grands mythes de la construction des savoirs, de la modernisation, très exactement, de la Chine. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de nos collègues qui travaillent, non pas nécessairement à partir de l'histoire des sciences, mais par exemple qui ont une connaissance extrêmement fine, voire érudite, voire ennuyeuse des langues, et en particulier du mandarin, sont en mesure d'identifier l'ensemble des acteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les invisibles, des processus de traduction de ces grands textes savants. Et c'est tout à fait intéressant parce que cette manière de regarder des textes qui sont en effet des textes érudits, qui sont en effet des textes qui n'ont pas vocation à circuler de manière extrêmement forte, encore que, je vous le rappelle, la culture chinoise est une culture de l'écriture, est une culture lettrée, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir problématiser la question de la traduction et de l'articulation, encore une fois, des savoirs savants et des savoirs vernaculaires à travers la mise au jour de ces collectifs invisibles de traducteurs. Si vous lisez que Matteo Ricci, ce grand mathématicien jésuite arrivé en Chine à la fin du XVIe siècle, a été le premier à fabriquer une mappemonde centrée sur la Chine, sachez que ce n'est qu'un centième de l'histoire de cette carte qui a en effet été produite, de cette mappemonde qui a en effet été produite à la fin du XVIe siècle, à partir d'un modèle de mappemonde d'Ortelius, mais qui a nécessité pour sa réalisation non seulement technique, ce qui est tout aussi important que scientifique, d'une vingtaine d'individus qui ont participé à cela. Dans les 3 minutes qui me restent, je peux évidemment vous donner un troisième exemple autour de la question des sciences et des empires. On a la question sciences et empires, comme vous le savez, elle a été travaillée dans la foulée des travaux inaugurés par le sinologue Joseph Needham à partir des années 30 et puis après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des travaux qui ont été portés par l'UNESCO. Aujourd'hui, le programme Sciences et Empires continue à exister comme grand programme international de recherche qui a permis, pas encore à mon goût bien évidemment, mais de pouvoir commencer à réfléchir sur, d'une part, cette problématique de la production des savoirs impériaux par l'Europe de l'époque moderne, mais justement pas par l'Europe de l'époque moderne, en tant que cette Europe de l'époque moderne l'aurait tout simplement diffusé vers les mondes impériaux. Mais il y a 2 mouvements tout à fait intéressants, complémentaires, et qui nécessiteraient encore des armées de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs pour travailler là-dessus, car cette histoire est encore une histoire très massivement développée inégalement. Les 2 grandes lignes de recherche, ce sont d'une part celles qui concernent les savoirs vernaculaires en tant qu'ils ont été fondamentaux dans la mise en savoir du monde. Et la 2e ligne de recherche, ce sont les savoirs non occidentaux tels qu'ils se sont développés
dans d'autres structures, impériales ou non, de l'époque moderne, celles en particulier auxquelles les travaux de Sanjay Subrahmanyam nous ont familiarisés, plus par l'histoire politique, économique et culturelle, comme il le disait dans son article. Et voilà, on pourrait multiplier comme ça ces exemples. Bien sûr qu'on peut en parler de manière plus précise, mais je m'arrête là pour ces exemples. Donc, opération de refondation de l'opération historiographique, hein, c'est ça qui est en jeu dans ces différents chantiers empiriques dont je vous parle, où le caractère eurocentré de l'approche de la période moderne autour du binôme ancien-moderne a été reconfiguré, en particulier par l'intégration dans le binôme d'un troisième, hein, c'est le fameux trio ancien, moderne, sauvage, dont les travaux historiographiques de François Hartog rendent compte, dans la lignée d'autres travaux beaucoup plus anciens. Donc, des opérations de refondation de l'opération historiographique, donc, qui passent par le recentrage sur les questions des sources, à partir de quoi le tournant matériel a pris toute sa place, en produisant ainsi un redéploiement analytique de la question des acteurs. C'est ce vers quoi je voulais arriver en conclusion. Hein. Des opérations de refondation de l'opération historiographique par la mise à l'épreuve des opérations comparatives à travers leur prolongement dans le connecté ou le global. Des opérations de refondation qui impliquent moins un retour philologique érudit aux langues qu'une nouvelle attention portée aux dynamiques de la communication qui inclut les problématiques de l'oralité, dont la question linguistique est un des aspects les plus centraux. Et enfin, un recentrage sur des circulations, des trajectoires, des individus, ce qui pose le problème de la... Si on revient sur la confrontation entre les deux textes, de la construction du modèle général ou la construction par l'exemple, les fameuses étiquettes de Sanjay Subrahmanyam. Voilà. Il me semble qu'on a évidemment toute une série de nouvelles questions qui sont posées, que je ne prétends pas régler ici, dont je pense nos travaux au quotidien auxquels nos travaux au quotidien essaient de répondre. Il y a une très belle formule dans l'un de vos commentaires sur ce que j'ai appelé les relégués de l'échelle locale. En effet, ces travaux posent une question, hein, les relégués de l'échelle locale, la colonialité du savoir, etc. etc. J'ai parlé 1 heure, 1 minute et 13 secondes et je vous remercie. Merci beaucoup, Antonella, pour un petit tour de force, je pense, d'avoir à la fois présenté... Voilà. C'est une question, comme tu le disais, qui remplit quelques bibliothèques dans de nombreuses langues. Donc, ces enjeux de la modernité, ce parcours historiographique, la diversité des questions et des terrains et des types de sources que l'on peut arpenter pour ces transformations de l'étude de ces histoires des savoirs, et puis la mise en relation avec ces deux textes qui, je pense, sortent un peu lus différemment peut-être à partir de cette contextualisation et de cette explication d'ensemble. Alors, vous avez la parole, des questions, commentaires, à partir des questions que vous avez posées ou d'autres questions. Hein, ça peut être au moment de les redire oralement ou autrement. Si ça marche, je vous fais passer le micro. Oups.
Ça fonctionne. Vous avez évoqué brièvement le tournant matériel. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu? Est-ce que moi ça me fait penser au tournant critique un peu des années 80, des annales, mais est-ce que c'est lié à ça ou pas forcément? Excusez-moi si j'ai été cryptique, c'était pas du tout mon intention. Alors, vous vous souvenez que quand j'ai évoqué le texte de Sanjay Subramaniam, et en particulier de la manière à travers laquelle il qualifie sa chaire, hein, sa chaire du Collège de France. Donc, dans chaque cours, est-il écrit, on s'efforce de présenter des documents textuels et visuels. Je vous avais dit, éventuellement, on y reviendra. Alors, ce qui est en jeu dans beaucoup des travaux, des questions que traverse, en tout cas, la réflexion que j'ai essayé de déployer, et qui est très nourrie par tout ce que nos collègues anthropologues ont pu faire, c'est celle évidemment de, travaillant sur des périodes anciennes, comment est-ce qu'on peut dépasser les paradigmes d'une écriture de l'histoire qui ne serait que l'histoire de ceux qui ont laissé des traces écrites. Hein. En partant de deux rappels. Le premier, c'est quand même le présupposé sur lequel est fondée la naissance de la discipline histoire comme discipline académique à partir du XIXe siècle, mais je dirais depuis l'Antiquité, depuis les premiers textes d'Hérodote, par exemple, à savoir que l'histoire, elle s'écrit sur la base de sources et que ces sources sont des sources écrites. Voilà. Alors, si on suit ce fil, on peut comprendre quelque chose qui est aujourd'hui ce qui nous pose problème dans l'écriture de l'histoire, précisément, à savoir que les sources écrites, précisément, si on essaie de balayer la longue durée des périodes qui sont concernées, les sources écrites, elles ne permettent pas de rendre compte, de porter également la voix de tous les acteurs. Donc on a beaucoup critiqué l'histoire quand on faisait de l'histoire européenne comme étant une prise au fond par les faits de l'analyse des sources qui était celle de ceux qui savaient écrire, des dominants pour le dire très vite. Par rapport à ça, beaucoup de travail a été fait, et dans un dialogue très serré entre historiens et anthropologues, et ça a été un des gros enjeux de la micro-histoire, hein, autour de la question de savoir comment est-ce qu'on peut jusqu'où, comment récupérer la voix des sans-voix, la voix des... ce que disait votre camarade, hein, ceux qui sont confinés au local, ceux qui ne sont pas dans les circulations, etc. Et alors, il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées à cela. Une des idées que ce qu'on appelle le tournant matériel des sciences sociales, parce qu'il n'est pas propre à l'histoire, ça a été que les objets, la matérialité des choses était en mesure de dire des choses, pas uniquement sur les objets, pas uniquement sur ceux qui fabriquaient ou qui fabriquent ces objets, mais aussi sur toutes les chaînes opératoires par lesquelles on passe de ceux qui les fabriquent à ceux qui les consomment, que ce soit des objets qui passent par des circuits économiques, par exemple le commerce du luxe de l'époque moderne, ou que ce soit par des circuits totalement ordinaires. Je vous donne un exemple. À la fin des années 90, au début des années 2000,
collègue italienne très classique, hein, spécialiste uniquement de l'Italie, voilà, grande spécialiste d'histoire sociale, a publié un petit livre qui s'appelle Une histoire des choses, qui n'est rien d'autre que une tentative de saisie de la vie ordinaire des gens de la ville de X à telle époque, à partir d'une lecture à l'aveugle des archives notariales de X personnes. Alors les archives notariales de X personnes, à l'époque moderne en Italie, ce n'est pas uniquement les archives notariales des très grandes familles, voilà, ça touche au fond les gens ordinaires du village. Donc à partir on n'est pas encore à l'histoire matérielle, mais je suis un petit peu lente dans mes réponses. À partir de cela, l'identification d'objets ordinaires, des objets qui figurent dans les inventaires, a permis d'écrire une autre histoire sociale de ces groupes sociaux. D'une manière beaucoup plus radicale, aujourd'hui, ce que l'on appelle l'histoire matérielle, que beaucoup d'historiens de l'art pratiquent, mais beaucoup d'historiens des sciences et des savoirs, c'est une histoire qui prend comme source les objets. Par exemple, pour l'histoire des sciences, le premier type d'objet auquel on pense, ce sont les instruments scientifiques. Voilà. Comment est-ce qu'on peut écrire? Qu'est-ce que l'étude des instruments scientifiques nous permet de comprendre de plusieurs choses, hein, pas uniquement de l'histoire de la scientificité, mais aussi de l'histoire des artisans qui fabriquent ces instruments, de l'histoire des maisonnées, des old houses dans lesquelles ceux-ci se fabriquent. Et puis, un troisième élément, l'histoire de l'archéologie. L'archéologie est aujourd'hui une des disciplines les plus intéressantes pour le renouvellement de l'histoire matérielle de la vie quotidienne, ce qui nous permet véritablement de sortir de l'enfermement dans lequel l'idée que l'histoire, ça se fait uniquement par des sources écrites, ne permettait pas de faire jusque-là. Et on peut aller très très loin dans cette analyse des sources matérielles pour écrire des histoires éventuellement alternatives. Voilà. Je vous ai répondu ? Merci. Juste à propos de cette histoire matérielle, je voulais savoir si dans ces écrits par rapport à l'archéologie, est-ce qu'est pris en compte, au-delà des objets trouvés ou des ruines de construction, d'autres indices qui font archives matérielles dans les sols, dans l'interprétation des pratiques de prise de soins de milieu, ce genre de choses qui aujourd'hui aussi sont pas mal source d'informations. Oui, mais merci beaucoup, évidemment. Je vois bien l'intérêt de la question. Oui, il y a des collègues qui travaillent. Alors, prenons un exemple qui, à mon avis, est assez intéressant. C'est le travail que fait notre collègue Carmen Salazar Soler, que tu connais sans doute, anthropologue, historienne, qui est une spécialiste des mondes miniers andins contemporains. Enfin, contemporains. Voilà. Elle travaille en anthropologue sur les mondes miniers andins, mais elle travaille aussi en historienne des savoirs et des techniques. Donc, dans le type de travail que fait Carmen, il y a à la fois un vrai travail anthropologique, puisqu'elle a passé de très nombreux mois dans les communautés du haut plateau andin. Elle est descendue avec les mineurs et elle a accompagné les mineurs en suivant leur travail quotidien. Donc là, il y a une vraie
prise en charge des savoir-faire qui sont souvent des savoir-faire effacés par les sources écrites. Mais comme elle a une perspective d'anthropologie historique, elle a aussi pu mobiliser les premières descriptions des extractions minières telles que les ont faites les Espagnols colonisateurs arrivant sur les hauts plateaux andins au XVIe siècle, et croiser ces sources coloniales, l'expérience anthropologique et l'étude matérielle de ce que sont à la fois les puits de mines actuels et ce que l'archéologie nous permet de dire des puits de mines antérieurs, pour montrer des choses tout à fait fascinantes sur à la fois l'enregistrement par les textes coloniaux des gestes et des savoir-faire des mineurs andins qui eux-mêmes, 5 siècles plus tard, font ce que les colonisateurs du XVIe siècle décrivent, et elles peuvent faire ce genre de travail. Donc, typiquement, on peut tout à fait faire ce genre de choses, alors, par rapport à l'histoire des techniques, mais pas uniquement. Nos collègues qui travaillent comme archéologues sur Alors, les archéologues, aujourd'hui, à la fois comme tu le sais bien mieux que moi, travaille à la fois sur des terrains existants, utilise des techniques qui permettent d'interroger des temporalités beaucoup plus longues, et dans leurs analyses, par exemple des techniques de construction, parviennent à retrouver, à identifier, à qualifier toute une série de savoir-faire qui concernent aussi des savoirs naturalistes fondamentaux. Donc oui, on peut le faire tout à fait, et c'est ce que sur de très nombreux terrains il est nécessaire de faire si on veut faire ce travail. Est-ce qu'il y a une autre question? Soyez pas timide, vous avez fait des questions épatantes à l'écrit. Il faut les reprendre si ça n'a pas été traité. Bon, il y a une chose qui traverse quand même un certain nombre de questions et qui, je dois dire, résonne chez moi aussi, puisque je suis anthropologue. L'un des deux auteurs était âgé, est né en 23, a disparu en 2010, mais l'autre est né en 61. Il est plus jeune que moi. Et le ton de cet article est un peu hors sol. Il intervient, il connaît bien quelque chose de son univers du côté de l'Inde, mais c'est comme si le monde n'existait pas à l'époque même, qui serait celle des catégories que tu nous as très bien expliquées, qui, c'est vrai, sont problématiques. Bon, en art, on ne parle pas de moderne, on parle de contemporain, un peu en parallèle. Bon, c'est seulement à partir des années 20 et 30, hein, alors que pour vous, ça commence plutôt le contemporain. Mais je veux dire, le temps file et il y a de telles transformations dans le monde, alors qu'il y a des résonances historiques, que c'est plusieurs étudiants, hein, je ne sais plus les noms de qui, parce que vous étiez une quarantaine à répondre et on ne se connaît pas tous encore, mais qui insistent sur le fait de comment est-ce qu'on fait là aujourd'hui avec toutes les urgences qu'on a pour penser des concepts, pour continuer à fonctionner avec ce terme de moderne et modernité qui déjà, au niveau du sens commun, crée une confusion épouvantable, dans la mesure où pour beaucoup de gens, il n'y a pas de différence entre moderne et contemporain, et le moderne, c'est là. Ce serait à la limite même, ça revient dans des débats actuels qui font écho à ce qui est dit dans les deux textes sur les nationalismes, et très bien souligné aussi par certains étudiants sur le fait que ça a bougé dans les débats des 20 dernières années, puisque le dernier texte a déjà 20 ans, mais même avant, la notion de transnational, des échanges qu'ont pu avoir des gens qui se sont battus
pour leur indépendance après avoir été colonisés, mais bien avant que ce soit théorisé dans des débats et qui étaient déjà dans des alliances entre eux aux quatre coins du monde, sans parler, c'est pas du tout pour le légitimer, mais enfin, il y avait quand même une internationale communiste où il y avait des gens qui échangeaient à travers le monde depuis la révolution en Russie. Donc, tout ça, là, les anarchistes à travers le monde, enfin, peut-être les religions. Un des étudiants ou étudiantes aussi a fait remarquer que n'était pas du tout adressée la question du christianisme. Une autre chose aussi qui m'a semblé très pertinente et qui est problématique parce que ça fait écho avec des choses qui se passent aujourd'hui, de dire tel et tel pays d'Europe, puis de passer dans la même phrase aux autres continents, et puis à l'islam, les pays musulmans, comme si on pouvait définir. Alors nous, on est laïque, donc on peut dire la France, l'Allemagne, les États-Unis, et puis ensuite, alors les autres continents, enfin surtout ceux du Sud, bon, c'est africain, c'est asiatique, ou à part les grands empires. Et puis après, il y a les pays musulmans. Voilà, je me demandais, parce que je ne connaissais pas en fait les deux auteurs, et merci Antonella de nous les avoir fait lire. C'est vrai, et même Fabiane, ça n'a pas fait partie de mon cursus, c'est vrai. Ceci dit, là, j'ai vu que Bensa avait fait la préface de la traduction. Moi j'ai eu une autre formation, mais qui était tout aussi critique de l'histoire des sciences, mais qui n'est pas passée par ce texte de Fabian traduit beaucoup plus tard, donc en 2006. Mais tout ça est super intéressant, sauf que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des univers qui ne se rencontrent pas. Donc, tu nous disais, ils étaient contemporains au niveau de l'enseignement, même s'ils n'avaient pas le même âge. Ils ont dû se lire, mais ils ne se citent pas. Se sont-ils lus? Puis surtout, qui ont-ils lu à l'époque où ils enseignent? Parce que déjà, en 97 et en 2000, il existe des travaux et des réalités dans le monde qui ne peuvent pas rentrer dans les analyses qu'ils proposent, je trouve. Mais bon, et la dernière chose, c'est que j'ai vu que donc Henstadt là était perçu comme étant un intégrateur dans sa théorie, plutôt que de prendre en compte les conflits. Alors ça, c'est incroyable, parce que il est juif polonais, né en 23, il traverse la guerre, et donc il fait tout pour construire une théorie donc de l'intégration. Il va finir en 1970 dans une université en Allemagne. Et donc, du coup, ça explique des choses dans ce qu'il écrit, parce qu'il évite complètement les conflits qui ont agité le monde, que ce soit en Israël avec la Palestine, que ce soit toutes les luttes pour la décolonisation, etc. Je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça, et comment tu arrives à travailler avec des textes si tu n'es pas complètement d'accord avec ces idées. Quelqu'un d'autre peut me répondre ? Alors, je peux répondre à la deuxième question. J'espère bien que vous travaillez avec des textes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Je veux dire, on n'est pas là pour essayer de trouver des éléments de justification de ce qu'on pense, parce qu'autrement, on n'avance pas. En tout cas, pour moi, c'est une posture éthique. Elle n'est pas discutable. Les textes que je vous demande de lire ne sont pas des textes avec lesquels je vous demande d'être d'accord. Ce sont des textes avec lesquels je vous demande de réfléchir. Voilà. Ça, c'est un premier point qui fait qu'on pourrait ne pas être d'accord. Mais il n'y a pas de souci. On est là justement pour essayer de comprendre ce qui fait qu'on a parfois du mal à dialoguer. Mais c'est un point pour moi fondamental. Je veux dire, si je sais déjà ce que je vais démontrer, alors à quoi bon faire de la recherche ? Mais c'est peut-être une posture d'historien, c'est-à-dire de gens qui ne servent pas à grand-chose, comme on nous le dit très régulièrement, et qui sommes si décalés par rapport au monde contemporain.
Alors évidemment, ce n'est pas du tout la perception que j'ai du métier que je fais. D'une part parce que j'ai la chance infinie de le faire et d'être payée pour cela. Mais d'autre part parce que je le fais par conviction de l'importance de la... par conviction que justement le monde contemporain, il est un petit peu compliqué et que je n'ai pas vocation à le comprendre. J'aimerais le comprendre. Quand je dis que je n'ai pas vocation à le comprendre, ça n'est pas un déni de compréhension. J'aimerais le comprendre. Je pense que, hélas, j'ai peut-être pas tous les outils pour le comprendre. Et un outil à partir duquel il est peut-être possible, en tout cas, non pas de simplifier les choses, mais de les rendre encore plus compliquées, justement, c'est de les inscrire dans des temporalités longues. Et donc, en effet, je pourrais me contenter de regarder les sociétés contemporaines et de prendre acte de l'ensemble des problèmes qui les traversent. Et quand je parle aujourd'hui, je parle en sachant tout à fait ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans les pays limitrophes, ce qui se passe depuis des mois en Afrique, en Éthiopie, etc., etc. Et pourtant, je suis là, mais vous aussi, vous êtes là, et pas plus que moi, vous n'avez de solution. Alors, comment est-ce que je ne peux pas répondre à leur place, à ces deux collègues, et surtout pas à la place d'Eisenstadt, dont je pense qu'en effet, le parcours intellectuel est un parcours particulièrement saisissant, mais je n'ai pas lu son texte comme tu l'as lu, au sens où je ne crois pas du tout qu'il y ait chez lui un souci d'éviter la problématique de la confrontation. Elle est au cœur de son analyse. Il en fait un des éléments de sa réflexion sur ce que sont les sociétés contemporaines. Et voilà, je vous renvoie à la page 13. The crystallization of distinct patterns of modernity in the Americas took place as a machin chose through a confrontation, bref, un discours confrontationnel avec l'Europe. Il explique en quoi, etc. Après quoi, justement, ce qu'il essaie de montrer, c'est comment la pluralisation des modernités, mais là je ne fais qu'une lecture du texte, je ne me permets absolument pas de faire une étude pour laquelle je n'ai pas de compétences maintenant. Il faudrait que j'y travaille un peu plus sur un parcours individuel que je ne me permets surtout pas de juger, car en effet, je ne suis pas née en Pologne en 1923, et d'origine juive qui plus est. Mais je pense que c'est un autre problème ici. Il me semble que ce qu'il essaie de faire à travers cette tentative d'analyse, enfin de travail avec la catégorie de modernité qui vient d'une histoire de la sociologie, dont il explique ce qu'elle est, d'où elle vient, ce que sont les tenants et les aboutissants. En la pluralisant, ce qu'il essaie de faire, c'est justement d'intégrer toutes ces problématiques conflictuelles qui sont présentes et dont je ne crois pas que... Et tout le travail de réflexion dans la dernière partie du texte sur les fondamentalismes en particulier ne me paraît pas renvoyer à une analyse sereine et euphémisée des conflits sociétaux. Simplement, ce que je trouvais intéressant, après je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est encore autre chose. Voilà. C'est que pour moi, c'est un outil de réflexion sur comment est-ce qu'on peut réfléchir et jusqu'où est-ce qu'il est pertinent ou pas de continuer à maintenir la catégorie de modernité. Je ne crois pas qu'Eisenstadt ait été en dehors de son temps. Je suis plutôt infiniment admirative d'un homme plutôt apparemment très engagé intellectuellement et sans doute pas que. Sanjay Subrahmanyam, c'est pareil, je n'ai pas à commenter sa vie et à demander à Sanjay comment il se sent comme indien de UCLA, à essayer de faire de l'histoire globale en tournant le dos à la situation catastrophique de l'Inde et de son 1,2 milliard d'habitants. Je lui sais gré d'une chose,
comme à tous mes collègues indianistes qui travaillent sur les périodes contemporaines que j'ai beaucoup lues. Les subalternistes indiens ont été des références et continuent à être des références intellectuelles, épistémologiques, tout à fait fondamentales. Et je suis bien contente qu'ils aient lu Gramsci à un moment de leur vie. Je suis très contente que des collègues nous expliquaient comment Gramsci est arrivé en Inde et qu'est-ce que ça veut dire que l'arrivée en Inde de Gramsci. Il y a tout ça qui me paraît intéressant. Ce dont je sais gré à mes collègues indianistes, c'est que justement, ils me permettent, avec des efforts, parce que je ne pense pas que ni ce texte de Sanjay Subramaniam, il en a écrit d'autres qui sont plus faciles, qui sont plus accessibles à un grand public, je lui sais gré de me donner à comprendre l'épaisseur de la complexité de ce que sont les sociétés, de ce qu'est la société, de ce que sont les sociétés du subcontinent asiatique contemporain. Parce que mine de rien, à travers cet article d'érudits, assurément, qui travaille sur le millénarisme au XVIe siècle, et quoi d'autre encore, vous voyez à quel point ça peut paraître snob. Ce qu'il met en évidence dans ce texte, et pour moi, historienne des sciences et des savoirs, c'est absolument fondamental, c'est premièrement le caractère construit de cet espace. C'est-à-dire, quand je veux travailler sur l'Inde, de quoi est-ce que je veux parler? Est-ce que je veux parler de l'Inde moghole, qui est un empire dominé par un régime linguistique particulier qui est le sanskrit, mais qui est islamisé et dont du coup toute l'influence intellectuelle du monde iranien de cette époque-là, mais qui est aussi le monde iranien d'aujourd'hui, nourrit la complexité. Quand il parle des millénarismes du début du XVIe siècle, ce qui nous montre, c'est comment résonne la question des conflits religieux contemporains dans une société qui est pétrie par des siècles de conflictualité, de pluralité qui n'ont jamais été des pluralités heureuses, qui n'ont jamais été des modes de convivence, comment est-ce qu'on dit, de convivialité, pardon, de convivialité. Et du coup, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que ça fait un tout petit peu réfléchir à la simplification des discours qu'on nous propose sur l'Inde contemporaine d'aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, ça n'existe pas, l'Inde contemporaine d'aujourd'hui, si on n'est pas en mesure de comprendre que les trois États-nations, la problématique de l'État-nation que travaille Eisenstein dans ce texte, elle est fascinante en regard, si on la met en regard de cette mosaïque indienne dont nous parle Subramaniam. Or, si on veut la comprendre, cette mosaïque indienne, oui, il faut un tout petit peu de recul dans le temps, où il faut aussi beaucoup de recul dans le temps. Il faut des reculs, voilà. Et le temps est un des reculs possibles que l'on peut prendre pour essayer de se dire, bon ben voilà. Alors du coup, quand le président Modi est en train de faire une politique d'extermination raciale, sur quel ressort est-ce que ça peut poser? Sinon, sur ces entrelacs de conflictualité qui se sont faits et défaits au cours des siècles et dont il serait absurde de penser qu'ils sont effacés. Voilà, c'est ma réponse, mais Non, mais je trouve ton travail passionnant. Merci de nous avoir proposé ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, puisque toi-même, tu parlais des relégués et des gens qui ne sont pas dans l'écrit, en Inde, il y a aussi beaucoup de peuples, les scheduled tribes, comme elles sont appelées en anglais, mais donc qui sont des autochtones qui n'ont pas écrit, qui ne sont pas a priori pris dans ce conflit entre islam et hindouisme, parce que souvent, ils ont eu des formes de spiritualité différentes.
En revanche, ils sont complètement pris dans l'histoire depuis très longtemps. Donc voilà, j'étais aussi curieuse de comment passent leur lutte, qui évidemment ont pris des outils et des armes différentes au cours des siècles. Voilà. Et pareil pour la question aujourd'hui de repenser dans les catégories de la modernité qui sont celles de ta discipline, comment aller au-delà de certains découpages géographiques. Par exemple, j'imagine qu'il y a des géographes qui font ce travail-là en histoire, c'est-à-dire que pas juste de le faire pour le monde contemporain, parce que forcément ça bouge tout le temps, mais on a aussi un problème en anthropologie avec les aires culturelles, même avec le fait de dire les 5 continents. Oui, tout à fait. Ça bien fait plus de 2 ans qu'on a un séminaire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales qui réunit 40 collègues sur ces questions. Ah ben c'est super, ok, merci. Et des collègues en sciences sociales, hein. Pas que des vieux historiens ringards comme moi. Merci pour votre séance, c'était hyper inspirante. J'ai juste une question assez basique sur comment on place la période de la Renaissance dans le découpage concernant la modernité, parce que je sais en histoire des sciences, maintenant il y a des scolaires, enfin il y a des universitaires qui cherchent à remplacer le récit historiographique de révolution scientifique par Renaissance scientifique. Et si on dit la Renaissance, c'est pour mettre en accent la continuité dans le développement des savoirs. Mais si c'est le cas, j'ai l'impression que quand on fait le découpage, c'est quand même l'essentiel, c'est de trouver des ruptures. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus dans ce changement de récit historiographique? Merci. Et merci beaucoup pour cette question qui m'intéresse au premier chef, comme vous pouvez l'imaginer, puisque depuis 8 ans maintenant, mon séminaire ne s'intitule pas Production des savoirs à la Renaissance, mais Production des savoirs au XVIe siècle, lieu, acteur, échelle. Précisément parce que la catégorie de Renaissance, comme toutes les catégories, est problématique. Et juste pour terminer, je ne sais pas de vous vendre la nécessité de maintenir la catégorie modernité, hein. Je n'y tiens pas, je ne l'utilise pas, ou quand je l'utilise, c'est pour expliquer de quoi je parle, hein. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Pour toutes les raisons que vous indiquiez, que vous avez mises dans vos textes sur les biais. Mais ceci dit, et je vais répondre évidemment à votre question, il faut savoir quand vous utilisez un terme, à qui vous l'empruntez et à quoi vous l'empruntez et pour en faire quoi. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Il n'y a pas de terme légitime ou illégitime quand on travaille sur avec une catégorie, c'est ce qu'on en fait. Sur le thème Renaissance, alors je pourrais vous refaire exactement le même topo, donc je ne vous le ferai pas, rassurez-vous, en changeant les 2 textes et en prenant le terme Renaissance plutôt que modernité. Le terme Renaissance, comme le terme modernité, il a été forgé, au moins dans les langues que je connais, par des acteurs qui l'ont utilisé pour dire quelque chose. Et ça se passait plutôt du côté de l'Italie, plutôt entre le XVe et le XVIe siècle, pour, en effet, marquer une rupture. Ce terme, il a ensuite été travaillé par l'historiographie. Alors, pour ce qui concerne la Renaissance, peut-être un peu plus que pour la modernité. Tu évoquais l'histoire de l'art, il faudrait vérifier, mais l'histoire de l'art a massivement investi la catégorie de Renaissance, hein. Voilà, pour parler de l'art de la Renaissance, il y a des théories entières sur l'art moderne né à la Renaissance. Je vous rappelle les grands travaux de Jacob Burckhardt sur
la renaissance artistique comme moment d'expression, comme premier moment d'expression de l'individualité, hein, catégorie tout occidentale. Autant que je sache, ni au Japon ni en Chine, la question du jeu ne se pose, et dans beaucoup d'autres espaces dont je ne connais pas les langues, le terme jeu n'a pas de traduction, ce qui évidemment pose un problème quand on commence à réfléchir sur l'individualité. Hein. Voilà. Alors, évidemment, le terme Renaissance, il a été utilisé par l'historiographie en prenant une valeur, et une valeur positive. Hein. Et on l'a vu se déplacer ailleurs que dans son contexte de naissance. Beaucoup de collègues, arabisants en particulier, lorsqu'ils ont travaillé sur le XIIe siècle arabo-musulman, donc en Méditerranée, mais plutôt du côté de la Méditerranée que nous fréquentons un peu moins, ont été, même si ça venait aussi sur l'autre... Voilà, on parlait de Renaissance arabe. Hein. Il y a des volumes entiers d'histoire des sciences arabes qui mettent à très juste titre en valeur l'importance de ce moment, hein, marqué par toute une série de ruptures vis-à-vis de ce qui était l'héritage, hein, et ces ruptures, elles sont marquées par les opérations très 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 massives de traduction en arabe des grands textes grecs, ce qui a du coup été un des biais par lesquels l'héritage antique grec a été préservé par les sociétés arabo-musulmanes pour ensuite circuler vers le monde perso-iranien, etc., etc. Voilà. Donc cette expression de Renaissance, elle n'est la propriété de personne. Voilà. Elle n'est la propriété de personne. Et aujourd'hui, vous le savez beaucoup mieux que moi, le terme de Renaissance est utilisé par les langues occidentales pour traduire ce phénomène intellectuel chinois du début du XXe siècle qui s'auto-définit. Alors après, je n'ai pas les compétences linguistiques pour suivre jusqu'au bout la pertinence ou pas de la traduction conceptuelle du mandarin aux langues européennes, mais les travaux de notre collègue Pablo Blitzstein, ici présent, enfin pas dans la salle, mais à l'école, portent là-dessus. Voilà. Et donc, de même que nos collègues ottomanistes parlent de la Renaissance ottomane, de la fin du XIXe siècle, etc., etc. De même que nos collègues japonologues. Hein, il y avait une question sur le Japon et sur les Lumières. Je vous rappelle que, je vous invite à lire l'article de Sébastien Conrad, qui a maintenant quelques années, notre collègue Sébastien Conrad, spécialiste du Japon, et qui a écrit un article qui a été largement débattu autour de l'idée de Global Enlightenment, donc de lumière globale, dans lequel il s'appuyait sur la situation japonaise. Je vous rappelle que le terme Meiji, que vous avez dû rencontrer à propos de l'ère Meiji, quand on vous a vaguement raconté l'histoire du Japon en 2 minutes et 14 secondes, quand vous étiez au lycée, Meiji, en japonais, veut dire lumière. Voilà. Donc, évidemment que ces catégories, à l'époque contemporaine, alors, à partir du XIXe siècle, sont des avances, sont elles-mêmes réutilisées par les acteurs qui y mettent une signification massivement politique. Et c'est un peu ce dont parle Eisenstadt à propos des modernités multiples lorsqu'il évoque ces phénomènes de réappropriation, contestation, hybridation, etc. Voilà. Donc, on peut, et ça peut être utile politiquement à un moment donné, de prendre une catégorie pour en faire quelque chose dès lors qu'elle est enacted dans des projets, dans des programmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je pense qu'il faut être très très vigilant
nous, lecteurs, à chaque fois qu'on lit cette expression, de bien comprendre voilà, ce qu'elle veut signifier en contexte situé, mais comme mon propos est un propos situé. Quelques instants. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Eh bien, vous distinguez la colonisation au XVIe siècle et celles qui arriveront après. Du coup, je me demandais juste un point d'éclairement sur la distinction que vous faites et s'il y a une articulation possible dialectique entre ces deux colonisations. Je vous remercie d'avoir soulevé la question. Mon propos était visé à aussi engager la discussion là-dessus. Alors, je commence par la deuxième partie. En histoire, il y a des discontinuités, mais les discontinuités, elles partent du principe que il y a de la sédimentation d'expérience. Il y a de la sédimentation d'expérience, qui ne veut pas dire que l'histoire est linéaire. C'est là-dessus que je distinguerai. Alors, pour ce qui concerne la période moderne, et on ne va pas avoir le temps d'en discuter, mais je suis tout à fait prête à en discuter plus longuement quand vous voulez sur la pelouse, dès qu'il fera beau. Ce qui distingue ces deux périodes, c'est beaucoup de choses. Et en particulier le fait, et ça va être très très caricatural, que d'une part, les projets coloniaux sont des européens, sont des projets qui se construisent au fur et à mesure qu'ils se développent. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Et ce n'est pas de la rhétorique. Ils se construisent au fur et à mesure qu'ils se développent parce qu'on ne connaît pas le monde. Et c'est pourquoi, au tout début de mon intervention, j'insistais sur le fait que lorsqu'on parle de monde, on ne dit pas la même chose quand on parle du XVIe siècle et lorsqu'on parle du XXe ou du XXIe siècle. Le monde n'a pas encore été mis en carte de manière globale. D'où le sous-titre de ce livre auquel Anne faisait allusion sur la problématique de l'englobement du monde. Ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est qu'on est dans un... Si on raisonne à l'échelle du monde, de confrontation d'empires dont les empires européens sont loin d'être majoritaires au XVIe, XVIIe. Et du coup, les problématiques non pas de rencontre, c'est vraiment jamais un terme, c'est un terme qu'il ne faut jamais utiliser, il n'y a pas de rencontre. Les problématiques des interactions impériales sont très très compliquées. Il y a des empires en Afrique au XVIe siècle, il y a des empires en Asie, il y en a en Amérique, il y en a en Europe, et ils n'ont pas ni les mêmes modes de fonctionnement. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Empire aztèque et l'Empire espagnol, c'est la même chose. Il y en a un qui a été détruit par l'autre, et je ne suis pas du tout non plus en train de le nier. Mais voilà, en termes de construction d'idées d'empire et de mise en place de régimes coloniaux, on est dans des histoires qui sont des histoires en train de se faire et profondément connectées, là, pour le coup. Et on pourrait développer cela beaucoup plus longuement, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il ne faille pas prendre acte de ce qui se joue dans ces configurations, qui sont des configurations de rapports de pouvoir. Donc, merci encore une fois. C'était une séance, je pense, introductive qui ouvre énormément de perspectives et qui n'a pas clôturé les questions. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Irène Bélier.